Ce qui est valorisé là-bas, finalement, ne l'est pas forcément ici. Il y a un truc qui se dégage. C'est le charisme. C'est le charisme. Le charisme, en fait. Il y a souvent des comparaisons qui se font entre cousines, entre sœurs et tout. Voir que des gens noirs, c'est quelque chose, hein. Ah ouais. Ouais, c'est quelque chose. C'est pas que je suis allée chercher ma mère à l'aéroport le lendemain avec ça de cheveux sur la tête. Rien contre les tantines. En vrai, de vrai, avec les Montréalaises d'aujourd'hui, comment vous chargez. Et franchement, en plus de commentaires, ça venait d'une femme black. Bienvenue à tous et à tous dans le second épisode de Saya Feels, le podcast de Seaspora dans lequel est-ce que les membres de l'équipe viennent vous parler de sujets qui vous interpellent avec une petite touche d'humour et d'honnêteté comme on sait très bien le faire. Aujourd'hui, on va parler des standards de beauté. Je me présente, je m'appelle Jamila, je suis la fondatrice de Seaspora et avec moi aujourd'hui, nous avons Yedidja qui est la rédactrice en chef du magazine de Seaspora et on a également Marguerite qui est la chargée de développement des projets de Seaspora. Bonjour mesdames. Bonjour. Oh wow, c'était à l'unisson. J'adore. On est jeune sync. Love that. Comment vous allez aujourd'hui? Alors, ça va. Moi aussi, ça va. Okay. Parce que moi, je me suis maquillée dans le Uber, hein, donc vas-y. Ouais, moi, c'était plus me lever à 5h du matin pour finir ma coiffure. Okay. Mais sinon, ça va. Ok. Ça va. On ça est en va. forme. J'ai pas pu coller maison, mais ça va. Ah, Yako. Yako. Tes ongles sont beaux, tes doigts sont habillés de bagues, tout ça. But I love it. I love it parce que t'as commencé à parler de maquillage, t'as parlé de cheveux, t'as parlé d'ongles à coller. Puis on est là pour parler de standards de beauté. Ça fait love that. Moi, j'aimerais savoir, mesdames, toute chose a une origine. On est bien d'accord. Quand on parle de standards de beauté, j'aimerais savoir pour vous, qui a défini ce que c'est que des standards de beauté dans vos vies? Bon, en tout cas, that's a great question. En tout cas, personnellement, bon, moi déjà pour commencer, je suis congolaise. Très important de le préciser. C'est important. Congolaise. La justice dédiée. Je dédie ceci à ma nation. Donc, je suis congolaise et tout. Donc, je pense que la manière dont je perçois la beauté ou les standards de beauté en général sont très influencés justement par ce background culturel que j'ai. Mais c'est récent. Je vais pas mentir, c'est récent. Parce que pour avoir grandi ici, enfin, je suis née à Montréal, j'ai grandi à Montréal, dans un milieu, bon, multiculturel-ish. Puis à un moment donné, ça a commencé à se whiteiser un peu plus par la suite. En étant adolescente, la manière dont je voyais la beauté était très différente de comment je la vois aujourd'hui. Peut-être que je m'identifiais vraiment moins à des personnes qui me ressemblent. Et l'influence congolaise était peut-être moins présente, à l'extérieur du moins. Parce qu'à la maison, c'était toujours oh, ils étaient jolis, machin, la maman qui te complimente en lingala, tout ça. Mais je dirais que à l'extérieur, c'était différent. Donc, mais aujourd'hui, I'm back to my roots. I'm back. Et toi, alors, personnellement, donc moi déjà, je suis originaire de la Guinée-Conakry. Donc je suis guinéenne, mais je suis née en Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, faut le mentionner. C'est important, ça. Tout le temps, je le mentionne. 3 étoiles. Ouais, 3 étoiles, c'est important bien de le mentionner. Donc alors, j'ai grandi en Guinée. Ensuite, après, j'ai été au Maroc. J'ai fait un temps au Maroc. Ensuite de ça, je suis au Canada depuis 5 ans. Donc franchement, il y a un parcours d'aventure quand même qui se crée depuis lors. Donc moi, je définirais vraiment les standards de beauté originaires vraiment de mon pays d'origine, mais de la Guinée. Et je dirais que franchement, j'ai grandi quand même dans une famille vraiment très modeste où vraiment la beauté était perçue comme il y avait souvent des compliments de genre que ce soit de mes tantes, de ma mère, parce que ça venait vraiment de ma mère déjà, parce que c'était vraiment très self-confidence depuis toute jeune, dans le sens qu'elle me faisait quand même savoir que tu es comme tu es, tu devrais t'accepter, tu devrais t'aimer comme tu es et ne jamais en fait vouloir ressembler à quelqu'un d'autre par exemple ou à ressembler à une autre personne. Et c'était souvent ça. Donc tous les commentaires que je disais plus tôt, c'était admettons période d'adolescence. Ouais, d'adolescence, donc vraiment 15 ans, 16 ans, 18 ans OK. Quoi, on va donc dire. maintenant on arrive dans le début de vingtaine, on arrive au Canada, puis ça. Là finalement ouais, donc là vraiment quand j'ai commencé à avoir ce genre d'amis et tout, et donc là c'était vraiment c'était vraiment des commentaires de tu peux pas par exemple faire un commentaire sur quelqu'un en lui disant par exemple t'es mince, enfin vraiment sur ça en fait, sur la forme que la personne pouvait avoir. Et moi franchement avant j'avais quand même, vu que j'ai grandi dans ce milieu-là, on n'avait pas de problème à se vexer en fait avec ça. Donc
ici, je me disais, ok, peut-être que ce commentaire, ça devrait pas faire de mal. Donc, c'est arrivé, par exemple, que à une amie que je fasse ce commentaire sans faire exprès. Et après, je me suis excusée, mais j'ai senti quand même que ça l'a vexée, par exemple. Ça l'a vraiment vexée. Et donc là, j'ai commencé à faire une introspection en me disant que c'est peut-être le milieu dans lequel j'ai grandi. Et après, j'avais pas de problème à faire ce genre de commentaires. Donc, je l'ai fait, mais après, j'ai compris qu'il faut pas directement... ça peut être perçu en fait différemment. Donc, je peux pas vraiment le faire comme ça. Ce qui est valorisé là-bas finalement ne l'est pas forcément ici, puis les compliments qui le sont là-bas le sont pas forcément ici non plus. C'est ça. Exact. En fait, puisque j'aime beaucoup dans ce que vous avez mentionné aussi, c'est que dépendamment des périodes de nos vies, au final, on a une certaine aisance dans certaines catégories de beauté, quote-unquote, on va être plus à l'aise, admettons, avec notre corps à un certain âge, peut-être moins à un autre, puis dépendamment des commentaires aussi qu'on reçoit des membres qui constituent notre environnement. C'est même si on est dans une famille où est-ce qu'on va recevoir plein de compliments, t'es super belle, t'es incroyable, quand tu vas dans le monde extérieur et le monde te dit en fait non, hein. Comment justement on arrive à concilier tout ça pour les individus que nous sommes à l'heure actuelle? Parce que admettons, pour ma part, quand je m'appelle Jamila en arabe veut dire beauté. Pourquoi est-ce que j'ai eu ce prénom-là? C'est parce que quand je suis née, ma propre mère, qui m'a porté 9 fois dans son ventre, m'a dit ma fille est moche. Je reconnais pas mon enfant. C'est pas possible. Wow. Ok. Et sa meilleure amie libanaise qui était là, non je te jure, et sa meilleure amie libanaise qui était là, lui a dit Fatou, t'inquiète pas, ta fille quand elle va grandir elle sera belle, appelle-la Jamila. Donc c'est un de mes prénoms, j'en ai d'autres. Mais pour vous dire, donc j'ai pas forcément grandi dans un cocon familial où genre quand j'étais petite, on me disait tu es belle, tu es belle, tu es belle. Par la suite, la société dans laquelle j'ai grandi aussi, parce que j'ai grandi au Maroc, un peu comme toi également, j'ai fait face au racisme, donc tous mes critères de beauté étaient définis par tu matches pas avec le physique qu'on apprécie, qu'on aime, etc. Arrivé à Montréal, maintenant j'arrive dans une communauté ou dans une société dans laquelle est-ce que j'ai dû redéfinir moi-même à partir des petits bagages de beauté ou de standards que j'ai accumulés au fil du temps. Puis moi, ce que je me demandais, pour vous, mesdames, qu'est-ce qui définit vos propres standards de beauté à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui compte pour vous, en fait? Ok. Je vais commencer par dire que tu es très belle, ok? Ah, c'est merci. Tu Vraiment. m'as ton nom. Heureusement qu'elle a... Le temps a fait les choses. Dieu était de ton côté. Merci, Amine. Donc, voilà. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui définit... Bon, peut-être pour mettre en contexte par rapport à ce que je vais nommer, moi, je dirais que, voilà, il y a eu des fluctuations, un peu comme tu le mentionnais. Il y a des périodes de la vie où c'est plus difficile, ça nous choque. Mais là, aujourd'hui, je pense que la manière dont je vois la beauté, c'est vraiment à travers, pas seulement qui je suis, comment les gens me voient physiquement, mais aussi à travers ce que je dégage, mes accomplissements, la manière dont j'ai du mal toujours à définir parce que pour moi, la beauté, c'est tellement un mélange de tout. Quand on se concentre sur la définition de la beauté, souvent on voit comment t'as l'air, ton apparence et tout. Mais il y a des gens, vraiment, quand tu les regardes, bon, c'est pas trop ça. Mais quand tu commences à leur parler et tout, il y a un truc qui se dégage. C'est le charisme. C'est le charisme. Le charisme, en fait. Genre, c'est le charisme. Le charisme. Tu vois la personne différemment. Beauté incroyable. Ça frappe aux yeux. Ouais. Genre, c'est un truc différent. Et moi, je pense que je me suis toujours définie comme ça. Ouais. Genre, je me suis toujours dit, bon, parce que dépendant de la sphère où je me trouvais, du milieu où je me trouvais, bon, peut-être que je suis pas trop ça, mais quand les gens vont commencer à apprendre à me connaître, à me parler et tout, ils vont voir que il y a quand même la substance, il y a du potentiel là, tu vois. Et donc, comment ça a évolué? Je dirais que c'est encore en cheminement. Je pense que la beauté, I'm gonna say like it's a journey. It is. It's a journey. You learn, surtout, je pense, en tant que femme, parce que genre, je pense dans plusieurs sociétés, je vais pas dire que la société occidentale, on place souvent la valeur d'une femme dans la manière dont elle se présente, dans sa beauté. Et donc, ça nous affecte particulièrement, tout ce qui concerne la beauté, les standards de beauté. Et donc, c'est un peu de se détacher un peu de cette définition que ma valeur réside dans mon apparence, en fait. C'est de prendre un pas de recul, mais ça se fait difficilement. Et donc, c'est peut-être pour ça que je dirais que, qu'est-ce qui compte pour moi?
c'est encore en cheminement. Genre parce que c'est en perpétuelle définition et redéfinition au final. Exactement. I hear you. Ouais. Alors pour ma part, donc comme je disais, c'est comme une préparation en fait depuis toute jeune. Moi j'ai vraiment vu qu'avec ma mère en fait, c'était quelqu'un quand même qui me faisait toujours savoir que OK, t'es une femme, tu dois prendre soin de toi, tu dois être soignée, enfin tous les conseils en fait qui me prodiguaient, ça venait vraiment, la source c'est vraiment elle, on va dire. Donc au fil des ans, donc je commence à me découvrir, à me connaître moi-même et on va vraiment dire que le self-confidence a toujours fait partie un peu de ma vie, on va dire. Donc ça a toujours été, enfin il y a des moments certes que j'ai eu à douter, comme j'ai dit, j'ai pas mal rencontré d'autres personnes et le doute en fait qui était là, c'était souvent la comparaison. Parce que je trouvais quand même que en Afrique par moment dans les cultures différemment, il y a souvent des comparaisons qui se font entre cousines, entre sœurs et tout. Et à travers ces comparaisons, là, il y avait souvent des doutes qui pouvaient s'aimer là et tout. Mais après, moi, je trouve quand même que ma beauté, comment je la définirais, c'est vraiment la connaissance de soi. De manière très générale, je pense que dans plusieurs sociétés, c'est le cas. On définit notre beauté par rapport à comment les gens nous perçoivent. Oui, et donc, souvent. tu vois, on parle souvent de peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que... Mais parfois, il faudrait, je pense, rediriger la conversation par rapport à un discours plus interne, parce que la manière dont on nous présente la conversation de la beauté, c'est toujours par rapport à ce que les autres voient. Genre, la beauté, c'est un miroir, en fait. Genre, c'est tout le temps un miroir, c'est ta réflexion dans les yeux de l'autre, c'est ta réflexion par rapport à toi-même, c'est ta réflexion. Donc, c'est pour ça que je peux pas dire que c'est quelque chose de figé, parce que ça change constamment. J'adore ce que vous dites depuis tout à l'heure, parce que c'est vers là qu'on s'en va, comme je le mentionnais, dans le sens où la manière dont est-ce que on se perçoit varie aussi en fonction de là où est-ce qu'on vit, tout simplement. Donc moi je me demandais, comment est-ce que vous avez l'impression d'être perçu au Canada versus dans vos pays d'origine? Est-ce qu'il y a une différence? Perso, je sais que pour ma part, il y en a une. Je vais pas me prononcer tout de suite, je vais attendre par la suite. Comment est-ce que vous vous sentez dans vos baskets de jeunes femmes au Canada, appréciées à travers le regard de l'autre ou même à travers vos propres regards personnels? Et comment est-ce que c'est différent, ou même à quel point est-ce que ça se ressemble lorsque vous êtes dans vos pays d'origine? Ok. Depuis là, tu commençais, donc je pensais que tu veux prendre le relais à chaque fois. Mais vas-y, y a pas de problème. On va sur le train. Parce que moi, après, j'ai le temps de bien réfléchir. Ok, tu penses, c'est tout. Là, c'est à mon tour, là. Ok, bon, cette fois, tu m'as bien eu. Y a pas de problème. Alors, personnellement, en fait, je trouvais que j'avais trop de remarques et de commentaires quand j'étais dans mon pays d'origine sur mon corps et sur comment j'étais en fait. Là tu parles au passé, donc c'est-à-dire, est-ce que tu le resitues de quand t'étais plus jeune, ou est-ce que même c'est actuel quand tu vas en vacances, admettons? Là je veux dire que là ça a changé. Ok. Je saurais pas te dire pourquoi, mais là ça a changé. D'accord. Donc franchement avant j'ai eu pas mal de commentaires sur t'as maigri, t'es grosse, enfin j'avais pas mal trop de commentaires, de remarques en fait là-dessus, que je trouvais que personnellement, franchement, à la fin de la journée, je me vois dans le miroir. Donc ce genre de commentaires, en fait, je pense que je le sais là, mais bon, il me ressortait quand même le plus souvent. Alors que au Canada, je trouvais quand même que c'était très différent. J'avais pas du tout de commentaires sur mon corps, sur comment j'étais, mais ce qui ressortait le plus souvent, c'était vraiment le self-confidence, genre elle a confiance en elle, elle est charismatique, elle est jolie, elle est belle, enfin donc c'était vraiment des commentaires dans ce sens-là. Donc beaucoup moins physique et beaucoup plus ouais, c'était vraiment plus c'est ça, mindset et tout. Pour ma part, alors je pense que c'est par rapport au pays d'origine versus ici. Alors comme j'ai mentionné, moi je suis née à Montréal, j'ai grandi à Montréal. Donc je veux dire que mon expérience par rapport à mon pays d'origine se base plutôt par rapport à mon cercle restreint au niveau de la famille. Quoique quand je suis allée au Congo pour la première fois en 2019, c'était un choc dans une certaine mesure. Dans quel sens? Alors je m'explique. En gros, j'avais déjà un aperçu de ce qui m'attendait au pays par rapport à ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est-à-dire que... Non, je ne vois pas. Donne-nous les détails. Vraiment, je veux pas de quoi tu parles. On ne voit pas de quoi tu parles. C'est-à-dire que comment on parlait à la maison, c'était déjà un très bon preview de comment on allait parler. À quel point les commentaires pouvaient être directs, à quel point ils étaient... Ok, je comprends. Donc, c'est-à-dire qu'à la maison, c'est... Il dit, tu es trop mince. Tu es trop mince. Tu es trop mince.
tu es trop mince, mais si on grossit, tu es trop grosse. Justement. Donc là, maintenant, on dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais bon, je vais pas parler pour toutes les familles congolaises, mais je sais qu'au niveau du corps, je sais que dans la communauté, c'est quelque chose qui sur lequel on met beaucoup d'emphase. On va faire des commentaires comme Marguerite le dit, les commentaires, machin. Donc moi, ça a plus été par rapport au fait que j'étais très très mince. Ben, je le suis encore. Mais au secondaire, j'étais encore plus. Donc dans ma jeunesse, j'étais encore plus mince. Donc chaque fois qu'on me désignait, c'était pour on montrait le petit doigt et tout, des trucs comme ça. Des trucs qui traumatisent en fait. Genre les trucs qui ça te donne un PTSD. Donc quand t'avais ce genre de commentaires, en fait, comment tu te sentais mentalement, comment tu faisais face à ça? Je vais même pas te cacher que je l'ai intériorisé. C'est ce que tu fais le plus souvent quand t'es jeune, parce que et surtout quand les personnes qui te donnent ce type de commentaires là sont tes aînés. Ouais. Et qu'il y a le respect des aînés. Parce que généralement, ça va pas forcément être tes amis, mais et si c'est le cas, tu vas les reprendre directement. Ouais. Mais quand c'est tes oncles, tes tantes que t'as pas eu depuis Mathusalem, tu vas juste écouter, tu vas rien dire. Tata aussi. Ah, c'est ça, c'est tout. Tu dis, mais tata. C'est comment? Tata, je vais faire, tata, c'est ça. C'est comment? Donc, quand je suis arrivée au Congo pour la première fois, déjà, c'était un choc pour moi parce que, première fois de ma vie, je vois ça a l'air banal, hein. Parce que surtout, mais pour quelqu'un qui est né ailleurs et qui va dans son pays pour la première fois, voir que des gens noirs, c'est quelque chose, hein. Ah ouais. Ouais, c'est quelque chose. C'était choquant. Genre, je me suis dit, attends. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait un bien fou. Et tu te sentais vraiment être chez toi, là? Je te jure, genre, j'étais juste comme, waouh. Genre, je me suis dit, attends, like, this is crazy. It's giving Wakanda. It's giving Wakanda right there. Non, je te jure, j'étais choquée. Genre, pour moi, c'était une expérience. Et de voir, moi, je me suis dit, bon, et tout, il y a la mélanine partout. Donc, j'étais grave contente. Et ça diversifie aussi, je suppose, l'image, admettons, que tu pouvais avoir de ta propre communauté in fine. Exact. Sauf que, surprise, il y a le colorisme au Congo. On n'y échappe pas. Ce n'est pas qu'au Congo. C'est un fléau international qui est international. La diaspora. T'inquiète pas. Clairement. C'est un fléau partout dans le monde, mais ça a fait comme un espèce de contraste entre oh waouh, je suis trop contente et tout, des gens qui me ressemblent et tout, puis après de voir des remarques un peu coloristes et tout. Bon, c'est pas des gens que je connaissais personnellement, mais de voir dans un pays où majoritairement noir, pour moi c'était je pouvais le concevoir en théorie, mais de le vivre en pratique, c'était autre chose. C'est particulier le colorisme aussi, hein, pour le coup, surtout dans ton cas. Puis pour ma part, j'ai une grande sœur qui ne me ressemble pas du tout. On est très différentes physiquement, mentalement aussi, mais même père, même mère. Mais tu la vois, tu peux pas croire que c'est ma sœur, parce que moi je suis relativement fine, elle a un peu plus de forme. Je suis dark skin, elle est vraiment light skin, genre. Comme métisse façon ça limite, tu vois. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, c'était une amie de la famille qui passait chez ma grand-mère et tout, et qui pour je ne sais quelle raison m'avait regardée et puis qui me disait non mais toi en fait Mam, qui est mon prénom de famille, Mam, toi tu vas être mannequin, toi tu as la taille, ta sœur là, elle a la beauté. J'étais comme qu'est-ce que j'ai fait? Genre qu'est-ce que je t'ai fait? Mais on a fait quoi? Et ça c'était ça malheureusement en fait. Toute mon enfance, c'était plein de comparaisons comme ça avec la couleur de peau que ma sœur avait, que moi je n'avais pas, indépendamment de des beaux compliments. Bon là j'avoue, je suis en train de descendre les membres de ma famille depuis tout à l'heure. Mais vraiment, non, ne vous inquiétez pas, je suis énormément aidée. Jamila, elle a tout dit. Non, franchement, ne pas m'attacher dans les groupes WhatsApp. Je sais que vous me trouvez jolie à l'heure actuelle. Est-ce que ton mélanine, du coup, ça vient de papa, de maman ou? Ça vient de ma mère. Ça vient de ma mère. Ma mère est dark skin comme moi. Quand tu vois ma maman, elle me ressemble énormément. Enfin, je lui ressemble du moins beaucoup. C'est vraiment juste que en grandissant, puis je pense que ce type de commentaires négatifs qu'on va être amené à donner sur la forme, la taille, la couleur de peau et consorts, c'est des fois des commentaires que ces personnes-là, hommes comme femmes, ont intériorisé elles-mêmes en fait. Puis elles ont pas encore soigné ça en elles, donc elles miroitent. Et pour reprendre ce que tu as mentionné tout à l'heure, Yedi, elles le miroitent sur
sur toi et elles miroitent en fait toutes leurs insécurités. Et je pense que c'est très compliqué justement quand t'es jeune de faire face à ça et de trier en fait ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas en fait. Et pour ma part, arriver au Canada dans mon processus de glow up personnel, ça a été extrêmement libérateur. Okay. Libérateur dans le sens où j'étais plus en prise des étiquettes qu'on plaçait sur ma personne étant sur le continent, que ça a été au Maroc, en Côte d'Ivoire. Ici, je pouvais vraiment revenir à zéro. Quand je suis arrivée au Canada, j'ai fait mon big shop. J'avais coupé tous mes cheveux. Enfin, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un big shop, on va être inclusif. Un big shop, c'est quand on passe d'une texture de cheveux, admettons, défrisée, à un retour au naturel. Donc, on va venir vraiment couper tous les cheveux défrisés en tant que tel et laisser pousser sa pousse capillaire de base. Puis je me souviens quand j'étais au Maroc, ma mère était en voyage en Côte d'Ivoire, ma sœur était fâchée avec ma mère à ce moment-là et j'avais laissé pousser mes cheveux pendant genre un bon 6 mois sans que ma mère me défrise parce qu'elle était en voyage donc elle calculait plus trop mes cheveux, tu vois. J'ai appelé ma sœur un jour, je lui ai dit Yasmina, je veux couper mes cheveux. Elle m'a dit allons-y. C'est le genre de sœur. On a sorti la paire de ciseaux, on a sorti les sachets poubelles, elle a fait chop 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 chop, on a tout coupé. Je ne savais absolument pas à quoi est-ce que mes cheveux allaient ressembler. Je suis allée chercher ma mère à l'aéroport le lendemain avec ça de cheveux sur la tête, 2 centimètres de cheveux sur la tête. Elle m'a regardé, elle m'a dit tu te débrouilles. Oh oui, hein. Ouais. Tu te débrouilles. Tu te débrouilles parce que c'est plus des outils que j'ai. Tu as décidé de couper. Moi, je pouvais gérer tes cheveux lisses, tes cheveux crépus. C'est entre toi et toi-même. En parlant de cheveux, justement, mesdames, c'est une thématique qui revient aussi énormément souvent quand on parle de critères de beauté, de standards de beauté et consorts. Surtout en fait quand on arrive dans cette société canadienne spécifiquement. Je me demandais quel était le rapport que vous aviez avec vos cheveux. Est-ce que quand vous êtes soit arrivé au Canada ou du moins ayant grandi au Canada pour toi Yedi, est-ce que ton développement capillaire, est-ce que vous avez vu une corrélation entre vos développements capillaires et vos développements personnels? Alors là, tu te débrouilles, tu vas aller en premier. Tu vas aller en premier, ma chère. Hein. Là, je te laisse aller. D'accord. Bon, pour ma part, j'ai toujours eu mes cheveux naturels-ish. Ok. Ça veut dire quoi? Ish et presque. Parce que j'étais en train de penser, je suis en train de dire, est-ce que je suis en train de mentir? Mais est-ce que non, parce que moi, il y a des trucs, il y a des périodes de ma vie, en fait, quand c'est un peu traumatique, j'oublie. Il y a beaucoup de trous noirs. D'accord, c'est bien. Beaucoup de trous noirs. Mais oui, non, pourquoi j'ai dit ish parce que non, ma mère me défrisait les cheveux quand j'étais petite. Okay. Mais on est tous passés par là, je pense. On est tous passés par là. En fait, je pense que ça fait partie de notre développement. Ouais. Genre, it made me the woman who I am today. So thank you, mom. Mais en gros, ma mère, elle me défrisait les cheveux, oui, mais elle en prenait soin d'une manière. Ouais. Alors là, on passait des heures. Donc ma mère, elle pouvait s'asseoir, vraiment prendre le temps. Tout un après-midi, donc de 14h jusqu'à 22h, prendre soin de mes cheveux. Même s'ils étaient défrisés et tout. Enfin, pour elle, défriser, c'était, à l'époque, on n'était pas trop, je pense, au courant des effets néfastes que ça pouvait avoir sur les cheveux. Donc, elle le faisait vraiment en mode, non, ça aide à la pousse des cheveux de ma fille, tu vois. Même si, bon, on sait tous que ça dénature le cheveu en soi, mais ça fait que moi, on m'a toujours appris à aimer mes cheveux. Donc, j'aime mes cheveux. Donc, moi, j'en prends soin. J'ai eu des aventures capillaires, mais je peux te dire que braids pour moi c'est carré. C'est le c'est le good to go. Okay. Toujours sous braids. Bon, il y a des fois où genre j'ai essayé des petits tissages par-ci par-là. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore jamais essayé les perruques. OK. Donc, c'est libérateur. C'est libérateur. Et ça aide à la pousse également. Voilà, vu qu'on parle de, voilà. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, moi, les perruques, j'ai jamais essayé. Ça m'a jamais vraiment parlé. Okay. Après, il y a un moment où j'ai voulu essayer quand même. Bon, Instagram, tu vois les filles, mais je regarde tous les tutoriels, hein, mais j'ai jamais posé. Mais, je regarde parce que je trouve ça trop impressionnant. Mais je sais pas, je pense que pour moi, les braids, c'est trop, c'est mon go to go. Yeah. Ouais.
Alors, personnellement, donc comme je disais tout à l'heure, on est toutes passées par là parce que ma mère aussi, pareil, me défrisait les cheveux. Elle en prenait soin, genre j'ai l'impression que c'était son activité préférée, là, genre prendre soin de mes cheveux. Et c'était tout le temps elle va me faire des défrisants, ça va, tout le temps mes cheveux étaient défrisés, lisses. Elle me faisait aussi des coiffures. Bon, maman n'écoute pas ces parties-là parce que je vais dire, il y a des coiffures que j'aimais pas trop, mais je m'adaptais avec, quoi. Tu n'aimais pas les coiffures avec les pompons qu'on te faisait. Merci, c'est ça que je n'aimais pas. En plus, quand tes cheveux faisaient comme ça que ça faisait du bruit, là, tu n'aimais pas. Ma soeur, tout à l'heure, tout le temps que je parlais avec mes sœurs, elles sont en mode, franchement, il y a une coiffure que maman nous faisait, c'était des pompons, mais on n'aimait pas ça. Mais pourquoi elle nous faisait ça, en fait? Et elle nous faisait tout le temps des pompons. Genre, quand on partait à l'école, j'essayais quand elle finit de faire la coiffure, j'essayais d'arranger, de cacher un peu. Mais au final, je trouve qu'elle aime ça. Donc, écoute, quoi faire? Lorsque j'ai quitté, la Guinée pour aller, au Maroc d'abord. Donc là, déjà, j'étais à l'aventure. Donc, j'étais toute seule. Donc là, c'était vraiment une découverte de soi-même, découverte de tout ce que tu veux. Et là, vraiment, j'ai arrêté déjà de défriser mes cheveux. J'ai commencé à vraiment prendre soin de mes cheveux naturels. Donc là, j'ai commencé à regarder les tutos, les bains d'huile ici. Déjà, au début, je trouvais que c'était trop de temps. Faut s'investir pour les cheveux, là. Faut s'investir pour les cheveux naturels. Faut grave s'investir parce que ça prend énormément de temps. Ah oui. Donc, énormément de temps. Donc après, vas-y, j'ai pris mon mal en patience. J'ai commencé à vraiment prendre soin de ça. Et plus je prenais soin, plus j'aimais ça et ça poussait. Et moi, j'aimais ça. Donc là, j'étais vraiment je faisais une les longueurs. Voilà. Je faisais une fixation sur les longueurs. Là, par exemple, tout à l'heure, la question que je lui ai posée, j'allais dire, j'ai mis là, c'était cheveux. J'ai dit, madame. Parce que je suis sur Instagram, je suis allée voir tous tes tutos, là, j'ai dit, ouais, sans ces cheveux naturels. Donc là, déjà, c'est en mode, c'est trop bien. Déjà, j'aime bien tes cheveux, donc merci trop. C'est la longueur et tout ça. Moi, je fais une fixation sur la longueur, j'y travaille dessus. Ce ne sont pas mes cheveux, des années. Merci. Ok, bon. Un peu déçu, mais vas-y. On va garder ça pour la fin. En fait, la puf, elle est là, j'ai fait ça, j'aime trop blaguer les gens. Et j'aime trop blaguer les gens parce qu'on arrive en fait à un stade dans le développement capillaire. Non, je suis choquée. Où est-ce que attends, c'est pas ses cheveux. Mais attends, ça fait depuis que je la suis, j'ai envie de lui demander. Mais attends, c'est mon plus grand pouvoir. Quand on dit dans la vie quel pouvoir tu as, moi c'est le pouvoir de blaguer les gens avec mes cheveux. Elle nous vend du rêve. Non, nous vend du rêve. Mes cheveux en dessous ont presque la même longueur, presque. Mais on voit même pas la différence. On voit pas incroyable. La différence. Et c'est le type d'extension capillaire que j'adore. Quand tu n'es jamais certain, quand tu ne sais pas. Oui, je n'ai pas la patience. C'est la seule problématique. Mais ça aurait pu. Je suis déçue, mais bref, on y reviendra à la fin. Faut qu'on reparle de ça. Comment vous faites pour vraiment maintenir vos edges? Je sais que c'est pas du tout le script que la chargée de produit de Sephora a donné, mais vraiment ça m'intéresse. Donc, parce que c'est le plus gros struggle des braids en tant que tel, c'est maintenir les edges, parce que ça les arrache comme pas possible. Oui, tout le temps. Parfois, faut laisser. C'est-à-dire faut laisser. Parfois, donc, faut accepter. on assume la perte. Non mais là même, est-ce que vous voyez le côté lingala congolais qui ressort dans l'accent même? Faut le laisser. On va le laisser alors. Faut laisser, pardon. C'est pas José qui a dit que tout laisse. D'accord. Ah, tout laisse. José l'a dit, tout laisse. Okay. Donc on va tout laisser, y a pas de problème. Mais sinon moi personnellement, faut pas laisser. Hein. Moi je suis pas d'accord avec toi, je vais pas laisser. Je vais tout le temps essayer de faire des baby voilà. De toujours faire les baby hairs sont toujours, parce que les gels aussi ça sauve quoi. Donc tout le temps en sortant là, tu vois, tu les plaques bien et puis ça le fait quoi. Mais moi en vrai je pense que ce qui m'a libérée, et oui, mauvais conseil, faut pas laisser. Mais genre non, attends, on laisse pas en fait du coup. Non. En fait, je vous explique. Moi, depuis que j'ai vu la lumière, c'est-à-dire que je suis passée du fait que c'était les tantines qui me tressaient. Bon, rien contre les tantines. En vrai, de vrai, avec les Montréalaises d'aujourd'hui, comment vous chargez les tantines, il faut, genre, moi, retour au son, j'encourage. Mais, moi, j'ai la bénédiction que j'ai une petite sœur qui tresse. Et je me tresse moi-même. Donc, ça fait que, maintenant, je suis capable de contrôler, tu vois, les tantines, elles avancent. Là, tu t'es coiffée toi-même, en fait. Oui. C'est trop bien. Oui. Incroyable. En parlant de standards de beauté, mesdames, ok, là, j'aime bien parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé, de cheveux, on a parlé de maquillage, on a parlé de corps. Il y a une autre réalité aussi dont on parle beaucoup moins, c'est le lien de corrélation qu'il y a entre la beauté et les emplois qu'on a et le salaire
aussi. Ok. Il y a une étude chez nos voisins américains qui s'appelle So Much for That Merit Raise, The Link Between Wages and Appearance, qui a été faite par the Federal Reserve Bank of St. Louis, qui a découvert en fait que les gens très beaux gagnaient 5% de plus que les personnes considérées comme étant dans la moyenne physiquement. Les personnes considérées très en dessous de la moyenne faisaient quant à elles 9% de moins. Donc on s'entend que c'est pas des pourcentages qui sont totalement aberrants, mais il y a une certaine tendance à noter en fait. Et une autre étude aussi intitulée Why Beauty Matters, qui a été réalisée par les économistes Marcus Mobius, j'espère que je prononce bien, et Tania Rosenblatt pour the American Economic Association, qui estime que la confiance en soi représente environ 20% de la prime de beauté. Donc moi je voulais bien vous entendre parler sur ces thématiques là aussi. C'est sur cette corrélation très simple des fois qu'on fait entre les plafonds de verre qu'on arrive à débloquer, à casser grâce en fait au fait du moins qu'on arrive certainement à rentrer dans certains moules standards de beauté. Mm-hmm. Bah en tout cas c'était ce genre d'études, j'en avais déjà entendu parler auparavant et pour moi c'est pas tant choquant parce que en vrai et là, je parle sous toute réserve parce qu'il faudrait peut-être que je m'appuie sur des faits scientifiques. Mais du moins, ce que j'ai déjà entendu parler, c'est vraiment qu'il y a la beauté va vraiment influencer le comportement qu'on va avoir par rapport à une personne. C'est-à-dire qu'une personne belle, on va souvent penser qu'elle est plus gentille. On va penser qu'elle est plus talentueuse, alors qu'au contraire, une personne, disons, qui correspond pas aux normes de beauté de la société dans laquelle elle est, on va souvent la considérer plus fainéante, on va la considérer moins capable de faire certaines choses, et donc on va automatiquement la rejeter. Et après, je serais très curieuse de savoir, parenthèse, si ça a rapport avec l'évolution naturelle de l'être humain. Genre, est-ce que ça a rapport avec notre survie? Est-ce que les choses plus belles nous permettent de survivre plus longtemps parce que notre cerveau est vraiment wired pour être attiré par des choses belles, en fait, que ce soit des êtres humains ou des choses. Donc, je soulève ça comme ça. I love that. On sait jamais. Alors, je te rejoins parfaitement ce que tu dis. Et je trouve aussi que par moment, en fait, la beauté, la perception de comment on se sent belle ou pas, en fait, ça ressort vraiment sur... tantôt, ça peut ressortir les insécurités. Si, par exemple, tu te sens pas belle et que t'es face à quelqu'un, tu pourras te sentir, en fait, moins confiante, je trouve. Et quand t'es belle, tu te sens belle, tu penses que tu l'es, en fait, vraiment self-confidence, t'as tendance à vraiment être un peu plus charismatique, à un peu plus aller, à un peu plus, en fait, te sentir vraiment, plus importante, on va dire. 100%. Parce que là, c'est comme si, par exemple, si tu dois, je sais pas trop, avoir un débat, tu dois rencontrer une personne professionnellement parlant, tu dois avoir même un entretien d'embauche, par exemple, et que tu te sens vraiment belle, self-confidence, ça va grave directement se remarquer. Genre, tu l'auras, en fait. Genre, comment tu vas t'exprimer, comment tu te vois, moi, je pense que ça contribue à comment ça devrait être, en fait, dans le fond. Alors qu'une personne qui a vraiment des insécurités, qui se sent moins belle, même quand c'est son entretien d'embauche, que ce soit dans la vie de tous les jours, en fait, au quotidien, ça se ressent. Ça se ressent. Franchement, ça se cache pas, je trouve. Exact. Genre, ça se ressent de sens que 100%. comment tu vas essayer de parler, de communiquer, tu vas essayer de te mettre en retrait. Lorsque, par exemple, t'es en public, tu vas vouloir ne pas te faire remarquer parce que justement, tu ne te sens pas à la hauteur, en fait, de ta beauté. Donc, ça fait que tu te mets en retrait et tu te considères pas autant Est-ce que face à... Excuse-moi de te couper, ça me fait penser à quelque chose en tant que tel. Est-ce que vous êtes déjà senti comme ça à un moment donné? Donc, dans une entreprise ou entreprise ou même projet, que sais-je, dans lequel est-ce que vous souhaitiez aller de l'avant, mais vous étiez pas forcément encore très à l'aise dans vos baskets en tant que tel. Puis si c'est le cas, comment est-ce que vous avez fait pour mieux vous sentir par la suite? Alors, moi, c'est arrivé, par exemple, c'était mon premier travail au Canada, d'ailleurs. Et par exemple, comme on dit par moment, ça arrive qu'on associe la coiffure avec la profession. Ok. Donc, c'est arrivé, par exemple, qu'on me fasse une remarque comme quoi cette coiffure, elle est pas professionnelle. Tu travailles Alors, dans c'est quoi la coiffure? Pour situer, c'était service à la clientèle, par exemple. C'était service à la clientèle. Est-ce qu'on te voit ou c'était t'es en au banque? téléphone? Oui, non, c'était en banque. C'était Ok. vraiment service à la clientèle. Le poste, c'était représentant de service à la clientèle à la banque. Ok. Donc quand tu viens là, c'est toi qui sert les clients, qui fait tout ce qui est retrait, dépôt. Enfin, tu es vraiment à entrer avec les clients. Là. Ok. Donc c'est que
moi, la question que je m'étais posée, c'est quoi la coiffure professionnelle? Pourquoi la coiffure, en fait, devrait déterminer la profession dans laquelle je suis? Donc, c'était des nattes, et apparemment, des nattes, enfin, c'était pas très professionnel. Des nattes, quand tu les fais normalement, tu devrais les cacher, ça devrait se faire, et franchement, en plus, le commentaire, ça venait d'une femme black, hein. Incroyable. Franchement, donc, dis-toi que là, c'était... It's giving auntie. Like, voilà. Like, des vibes was like, yeah, giving auntie. Yeah. Donc, c'était vraiment, donc, comme je dis, ça a vraiment joué sur mon mindset du jour. Parce que là, ok, vas-y, après, j'ai essayé, mais j'ai géré, bien évidemment, j'ai fait la réunion parce que I have to do, like, mais après, ça y a un petit impact. Après, voilà, ça a quand même eu un petit impact dans la journée. Parce que là, j'ai commencé à demander autour de moi à mes copines, à mes sœurs et tout, j'étais en mode, mais est-ce que du coup, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de remarques? Est-ce que le plus souvent, vous adaptez vos coiffures à travers vos professions? Est-ce que ça devrait être comme ça, en fait? Donc, ouais. Ouais. Ça a ouvert la place à d'autres conversations, au final. Et pour moi, très rapidement, est-ce que si je me suis déjà sentie comme ça, pour être très honnête, non, dans mes milieux de travail, tout simplement parce que je m'en foutais juste. En fait, c'était pas des milieux où j'avais vraiment besoin d'être apprêtée. Tu vois, c'est comme je rentre au travail, tout le monde. Toi, tu es comme ça, moi aussi, je suis comme ça. Tu vois. Donc il y a pas de que chacun se gère, voilà, quoi. je peux venir avec mon bonnet et tout. Bon, bonnet, là, c'est un peu abusé. Ma sœur. Non, mais je mettais pas mon bonnet. Parce que moi, j'imagine, vous voyez le bonnet noir. Avec toi, juste avant du bonnet dehors. Faut te calmer un peu. Parce que moi, non, ça, c'est le bonnet, je dors avec le bonnet, là. Non, mais nos confrères américaines le font, hein. Nos confrères américaines le font. Mais ce n'est pas un exemple forcément à suivre. Mais pas du tout, hein. C'est pas un exemple. Pas du tout. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que petit jogging, petite tenue de sport. Après, je pense que tout dépend de la profession. Merci, c'est ce que j'allais dire. Voilà, tout dépend de la profession. Ça dépend de la profession. Et je pense que et en banque, je suis pas fair enough. Yeah. Et je pense aussi effectivement que ça mérite d'être challengé aussi, ce qu'on considère comme étant des coiffures étant professionnelles dans les sociétés canadiennes, compte tenu du fait que des nattes, c'est plat, c'est propre, et même si c'était pas plat en tant que tel, ça aurait pu être propre pareil en tant que tel. Exact. C'est juste que je pense qu'il faut foncièrement commencer à s'habituer au fait que différents types de cheveux ont différentes coiffures et donc différentes manières de se présenter dans l'environnement professionnel. Exact. Puis je pense que ce cheminement-là, il n'y a pas encore énormément d'espace ou d'entités qui l'ont compris et conservé. En tout cas, mes chers, merci beaucoup pour cette conversation riche en tout, en fait. Il y avait de tout. Il y avait de tout. On a tout donné. Il y avait des conseils capillaires. Il y avait des histoires. Toi qui target ta maman. Moi qui target ma maman. Mais maman, je t'aime. D'accord, merci. Et merci à vous, surtout de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce second épisode de la série de Saya Feels. Vous allez retrouver dans la barre d'informations, du moins je sais pas où est-ce que ça va être, en tout cas ça va être quelque part, toutes les ressources qui ont été mentionnées, que ce soit les statistiques, les données additionnelles qui vont vous permettre également de pousser plus loin ces réflexions. L'idée, c'est qu'on puisse parler de ces thématiques-là à cœur ouvert, de manière totalement décomplexée, des fois avec quelques petites touches d'humour aussi à gauche à droite. C'est sympathique. Pour créer des ponts simplement entre nos réalités et la communauté dans laquelle est-ce qu'on vit en ce moment, à savoir la société canadienne. Donc, merci de nous avoir écoutés et à bientôt. À bientôt.